J'ai élaboré des lettres de mission pour les membres du gouvernement. Chaque département ministériel va rendre compte, le moment venu, de l'exécution des missions à lui confiées et les conséquences en seront tirées. Cela en toute responsabilité. Il s'agit de notre devoir sacré de redevabilité envers le peuple nigérien. En tout état de cause, à un moment ou à un autre, chacun rendra compte de ses actes devant le peuple, devant l'histoire et devant le Créateur. C'est aussi vrai pour les gouvernants que pour les agents publics, les pères de famille et chaque citoyen. Fin de citation. Général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, chef de l'État. Message à la nation à l'occasion du 66e anniversaire de la proclamation de la République, 18 décembre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre invité dans la série des entretiens avec les membres du gouvernement est le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, professeur Mamadou Seydou. Professeur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation où nous allons parler au cours de cet entretien de votre bilan à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique. Un ministère où se repose l'espoir de toute la jeunesse estudiantine de notre pays qui aspire à une formation de qualité, mais qui, semble-t-il, fait défaut ces quelques dernières années, Monsieur le ministre, où on dit assez souvent, à tort ou à raison, que nos universités ne fabriquent que des chômeurs. Alors, Monsieur le ministre, pour commencer cet entretien, cette question, Monsieur le ministre, dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation technologique sont très peu développés et connus dans notre pays. Pouvez-vous, dans un premier temps, présenter ces domaines et, dans un second temps, nous en faire un état des lieux, au moins de ces grandes lignes? Merci, M. Tchembogo. Merci, Ousmane Alej. Permettez-moi tout d'abord de remercier la RTN pour cette initiative. Permettez-moi également de saluer vos téléspectateurs. Et permettez-moi aussi de profiter de cette occasion pour témoigner de notre gratitude à son Excellence le général de brigade Abdraman Chani pour nous avoir confié cette mission ô combien importante, celle de conduire aux destinées du ministère que vous venez de citer. Alors, vous avez parlé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation technologique. L'enseignement supérieur, c'est tout ce qui est formation post-bac. Je dis bien post-bac. On voit dans un premier temps que les universités publiques, oui. Mais il n'y a pas qu'à l'université où on fait de l'enseignement supérieur. Dans le public même, vous avez plein d'établissements qui font de l'enseignement supérieur sans être sous la tutelle de l'enseignement supérieur, de façon directe. Qui ne sont pas des universités. Qui ne sont pas des universités, mais qui font de l'enseignement supérieur. Alors, dans le secteur privé également, vous avez, si je vous dis le nombre, vous serez surpris, vous avez 193 établissements d'enseignement supérieur. Le dernier des comptes qu'on a fait. Alors, le tout, c'est de les encourager à se mettre dans les standards parce que quand c'est du privé, très souvent, c'est difficile de remplir. Même dans le public, d'ailleurs, c'est difficile de remplir toutes les conditions, oui, qui ont des autorisations en bonne et due forme, mais qui ne fonctionnent pas à la même vitesse en termes de respect des standards. Et notre objectif, c'est de les accompagner à respecter ces standards du mieux qu'ils peuvent, ces établissements. Pour la recherche, vous savez, on dit recherche. Recherche, vous avez un gap qu'il faut combler entre ce qu'on sait et ce qu'on veut savoir, entre un état de départ et un autre état qu'on veut, qui est mieux. Et ce gap-là, ça s'appelle problème de recherche. Et pour donc investiguer le problème de recherche-là, trouver les éléments à insérer dedans, on parle donc des hypothèses de recherche et on se lance dans la résolution du problème. Tant mieux si on a des résultats probants, tant pis, on peut réorienter les hypothèses, etc. Donc c'est ça un peu la recherche. Les établissements de recherche, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et
c'est un des défis qu'on doit relever. Il ne s'agit pas seulement de venir écrire un mot pour dire que c'est un centre ou un établissement de recherche. Oui. Il faut qu'on fasse réellement de la recherche. Les enseignants-chercheurs, ils sont et enseignants et chercheurs, mais il y a le corps des chercheurs qui, lui aussi, est appelé à se développer, à faire la promotion de la recherche en premier, et concurremment avec les enseignants-chercheurs. D'accord. Monsieur le ministre, quelle politique programmatique pour que l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation soit adapté à nos réalités nigériennes et au contexte que nous connaissons? Ensuite, pouvez-vous nous dire plus spécialement les initiatives que vous avez mises en œuvre depuis que vous êtes à la tête de ce département ministériel? Très bien. Nous sommes arrivés à ce ministère à un moment crucial des réflexions qui étaient menées avec nous autres et tous les acteurs de l'enseignement supérieur. J'étais recteur précédemment, pour rappel. Alors, il y avait un processus inclusif de réflexion sur comment restructurer nos universités pour les recadrer et pour une meilleure efficacité. Vous savez, il y a eu plusieurs vagues d'universités qui ont été créées. La dernière vague ne répondait pas tellement et a beaucoup dérivé par rapport aux objectifs qu'on lui avait assignés. Donc, on était arrivé pile au niveau de la réunion des cadres du ministère pour pouvoir adopter toutes les réflexions qui ont été menées. Alors, à ce titre, il y a eu, par exemple, au niveau d'Agadez, on a recadré pour que la faculté qu'on avait créée comme ça, la faculté des sciences, une de plus, alors il faut orienter les choses vers la formation de techniciens supérieurs et d'ingénieurs. Ça a été un peu le leitmotiv pendant longtemps. On manque d'ingénieurs, on manque d'écoles d'ingénieurs de façon spécialisée. Donc on a transformé, on a créé à la place de la faculté des sciences et techniques de l'université d'Agadez l'école nationale d'ingénierie et de sciences de l'énergie. Voilà, donc il va former des techniciens supérieurs et des ingénieurs dans ce domaine. À l'université de Dosso, par exemple, je parle des dernières, à l'école nationale des sciences du numérique. C'était la thématique qu'on avait assignée à cette université, l'économie numérique de façon plus générale. Donc ils vont former des ingénieurs et des techniciens supérieurs dans le domaine. À DIFA, c'est la faculté des sciences agronomiques et écologiques. Il y avait déjà un institut destiné à l'environnement. Donc on a recadré du mieux qu'on peut pour Tillabéri, qui est la 4e de cette série d'universités. C'est la faculté des sciences agronomiques et de technologie agroalimentaire. Puis c'était un peu la vocation qu'on lui avait donnée dès le départ, pour ne pas se disperser inutilement. Il y avait un certain nombre d'écoles, d'instituts universitaires de technologie. Bon, ça faisait trop. On a érigé un des instituts en école supérieure polytechnique. On a pris celui de Maradi. Voilà, donc on a créé l'école supérieure polytechnique de Maradi, qui va former également des techniciens supérieurs dans plusieurs domaines et des ingénieurs également dans le domaine, voire des docteurs ingénieurs, puisque après l'ingénieur, le cycle d'ingénieur, on peut créer les conditions pour que certains ingénieurs qui sont bien compétents puissent faire le doctorat de l'ingénieur et venir renforcer le pool des encadreurs au niveau des écoles d'ingénieurs d'une façon générale. Donc ça on l'a fait. Une autre dispersion de forces qu'on a recentrée, c'est la filière pharmacie au niveau de Yanavé à Niamey. Alors ça fonctionne Kahin-Kahan, on essaie de renforcer pour qu'on ait une bonne école qui dans cette filière très sensible, qui ne peut pas se permettre de faire que des cours théoriques et puis disperser les choses. On a fermé progressivement les inclusions à Maradi. Il ne reste que 2 promotions, je crois la 5e et la 6e année. Et on a renforcé, aussi bien en capacité d'accueil qu'en personnel enseignant, la filière pharmacie ici à Niamey. Le dernier Conseil des ministres a permis la possibilité, donc, puisque un enseignant il est recruté pour une université donnée, dès la demande, il dit c'est adressé au recteur de l'université concernée. Donc il n'y a pas d'affectation comme ça. Donc on a créé une disposition, dans le détachement, les positions administratives, c'est le détachement qui peut permettre cela. À tranche de 5 ans, reconductible par tacite reconduction. Donc on n'a pas besoin d'aller refaire la demande de détachement. Un peu comme ce qu'on avait fait pour les
des praticiens des hôpitaux, quand ils sont recrutés à la faculté des sciences de la santé, ils font une seule fois la demande de détachement. Après, c'est reconductible tous les 5 ans sans rien faire, par tacite reconduction. Donc, c'est la formule qu'on a trouvée pour régler le problème. Donc, de ce point de vue, en termes de restructuration, c'est un peu la fin du processus. Il y a quelques-uns qui n'ont pas, avec ces réarrangements, les volumes horaires obligatoires qu'ils doivent assurer, les 150 heures de cours théoriques. Hein. Donc, on a l'impression, quand on dit 150 heures, c'est comme si vous faites 150 heures, le reste du temps vous partez, vous promenez. Non. Pour faire 1 heure de cours, il faut au moins 5 heures de préparation, etc. Et il y a les encadrements derrière, il y a tout un tas d'autres activités, il y a la recherche. Donc, ce n'est pas 150 heures et après on s'en va. D'accord. Voilà. La finalité de la recherche, ça prend du temps, mais c'est de trouver. Qu'avons-nous trouvé depuis plus d'1 an que vous êtes à la tête de ce ministère? Cette question, je la reformule autrement. Quelle est la production scientifique qui a été faite depuis ces 18 mois? Ça, il suffit seulement d'aller sur les moteurs de recherche. Vous allez voir ce que nos enseignants-chercheurs ont produit. La recherche... Quelques exemples emblématiques. On a produit plein de publications sur le virus de la Covid-19, par exemple, sur des bactéries qui nous préoccupent, comme le bacille de la tuberculose. Donc tout ça là, c'est disponible. C'est pas un truc grand public. Donc, tout à l'heure, vous avez évoqué la fermeture, je crois, de la pharmacie, l'école de pharmacie, non, au niveau de Maradi. La faculté de pharmacie au niveau de Maradi. Les gens ne comprennent pas. Pour étudier la pharmacie, il faut quitter l'intérieur du pays pour venir, alors que les autres régions, tout autour, je parle de Zender, Maradi, Tao, peuvent être au niveau de Maradi pour le faire. Comment on peut expliquer cette décision de la fermeture de la faculté? Comment aussi expliquez-vous, pendant qu'il y a des formations qui sont disponibles au Niger, les gens se bousculent pour avoir des bourses pour aller étudier la même chose à l'étranger? Pourtant, c'est disponible sur place. C'est ça. Ce n'est pas quitter une ville, aller à une autre ville, le problème. Nous, on est dans le pragmatisme. On ne peut pas laisser faire une formation qui est là, on sait quelles sont ses contraintes, et laisser la chose se dérouler telle que ça s'est déroulé jusque-là. Je sais, ils ont des papiers et tout, mais il faut gratter en termes de compétences. Quelles compétences? Il faut réunir les forces pour... ça ne veut pas dire que... un jour, Maradi ou bien une autre ville ne va pas ouvrir la même filière. Il n'y a pas que la filière pharmacie, mais toutes les filières sensibles. Au moment où je vous parle là, la faculté des sciences de la santé de Maradi n'a pas un seul mètre carré qui lui appartient en dehors du bloc administratif qu'on vient de lui construire. Par l'équipe sortante, quand je suis arrivé à Maradi, la visite, après l'installation, c'est les premières choses que les 2 sultans m'ont posées à leur faculté de pharmacie. L'université Diko Dankoulodo, c'est une université publique du Niger installée à Maradi. Ce n'est pas une université régionale, tout comme celle d'Agadez, tout comme celle de Chaux. Et je disais, si on enlève ceux qui ne sont pas de Niamey, à l'université de Niamey, il ne reste pas grand monde. Toutes les universités, c'est pour tout le Niger. On peut converger de n'importe où. Toutes ces universités-là, en termes de proportion, ont les mêmes proportions de ressortissants d'autres régions. D'accord. Sauf peut-être celle de Tillabéri qui a à peine 439 étudiants à la date d'hier. Mais il fallait se lancer dans ce secteur de l'agroalimentaire, faire la promotion, donc ça a été ouvert. L'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation coûte cher, à la fois en ressources humaines et financières, mais est-ce que la bonne solution ne devrait pas consister, monsieur le ministre, à créer des conditions pour que ces secteurs se prennent progressivement et principalement en charge? Les subventions de l'État devraient surtout venir en appoint pour des questions de justice sociale, de coordination et de priorités gouvernementales. À ce stade actuel du développement des ressources humaines du Niger, ce serait très hasardeux de laisser un secteur aussi stratégique, aussi régalien que l'éducation d'une façon générale, l'enseignement supérieur en particulier, uniquement à des initiatives dites privées. Parce que si on dit on va juste accompagner d'une subvention, ça ne règle pas le problème. Tout simplement, les raisons sont très diverses. C'est d'abord un secteur très stratégique. Et deuxième chose, les frais d'inscription, c'est des montants politiquement arrêtés. Vous vous rappelez, c'était 5 000 avant, L1, L2, L3. On est passé à 10 000, ils ont bloqué le pont pour dire qu'il y a une augmentation de 100%. Les journalistes qui tendaient le micro
Ils disent, mais 100% de combien? Ils disent de 5 000. Donc, ils avaient envie de les prendre avec le micro là pour leur taper dessus, parce que il y en a qui ont des enfants dans le jardin, la crèche à côté, c'est au moins 30 000. Même à la Croix-Rouge, c'est moins cher, c'est 20 et quelques mille pour l'inscription de l'enfant. Donc, c'est des montants symboliquement et politiquement déterminés, les frais d'inscription. Aussi bien en licence où c'est 10 000 qu'en master où c'est 50 000. On ne peut pas le faire au prix coûtant. Vous voyez, les 193 établissements privés dont je vous parle n'ont demandé qu'un appui symbolique de 200 000 par étudiant boursier de l'État. Non seulement c'est difficile, mais également, ils n'ont pas accès à ça à temps. Au moment où je vous parle, ils ont des arriérés d'environ 5 milliards 9, 2020, 2021, 2022, 2023. Ce n'est pas payé. Donc, il y a à peine 399 millions, je crois, dans tout ce gros montant de 5 milliards 9 qui ont été initiés. C'est en OV encore pour sortir son argent à l'autre côté, c'est tout un souci. Donc, on ne peut pas se permettre, pour l'instant, de faire comme ailleurs. Si vous voyez, aux États-Unis, pour parler des pays qui sont largement développés, c'est l'étudiant qui part prendre un crédit bancaire pour financer ses études et rembourser. On n'est pas à ce stade. Nous sommes dans une transition au sens le plus large en termes de développement humain où on ne peut pas se permettre cela. Sinon, très peu de gens auront accès à l'enseignement supérieur et s'il faut payer ça au prix coûtant, l'accès sera extrêmement difficile. Sans compter tous les taux que vous avez d'échecs multifactoriels qui viennent s'ajouter, le taux d'admission au bac, etc., etc. Donc pour l'instant, moi je ne suis pas pour cela. L'État n'a qu'à appuyer du mieux qu'il peut. Et il le fait du mieux qu'il peut jusque-là. Même s'il y a des arriérés, on est très regardant sur cela. Chaque fois qu'il y a la possibilité, on décaisse aussi bien pour l'aide sociale que pour la bourse elle-même, que pour la bourse d'excellence, que pour les frais de scolarité. C'est une programmation qui est faite et on essaie de faire les décaissements chaque fois que c'est possible. S'il n'y a pas que ce secteur. Tout est prioritaire. Bien sûr. Monsieur le ministre, quelle stratégie et quelles mesures avez-vous initiées pour que l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation technologique soient un véritable facteur de développement socio-économique et culturel en termes de citoyenneté, de patriotisme, de changement de mentalité, de qualité des débats publics, de transformation sociale et économique et de création de richesses? Toutes ces thématiques que vous dites, aussi bien les trois composantes des universités, de l'enseignement supérieur, ont contribué à leur manière à tous ces aspects, citoyenneté, etc., patriotisme et tout. Si je prends les étudiants, je n'ai pas besoin de vous dire qu'ils sont au premier plan en termes de mobilisation. Les personnels administratifs et techniques, en leur manière également, ils ont contribué au Fonds de solidarité. Les enseignants-chercheurs également, non seulement au Fonds de solidarité, mais également, je les avais appelés à une réflexion sur une quinzaine de thématiques. Ces 15 groupes de travail ont eu à travailler vraiment de façon ardente. Ça aboutit à un document qu'on va verser aux assises. J'avais voulu que ça soit présenté au gouvernement un peu avant, mais bon, pour des contraintes de timing, ça n'a pas pu se faire. Mais le document, elle est là, consolidé, avec 15 thématiques, la contribution des universités. Vous avez la citoyenneté, vous avez la cohésion sociale, vous avez toutes les thématiques actuellement en vogue. Une quinzaine de thématiques, je ne vais pas les citer toutes ici. C'est vraiment un document issu de réflexions très, très profondes et qui peut permettre d'aller vite. Vous voyez, on a, comme par hasard, fixé les assises à 6 jours maximum. Donc ça permet d'aller très vite. On va les répartir certainement. Il y a eu plusieurs sous-commissions, donc une sous-commission donnée peut prendre 2 ou 3 thématiques qui collent avec leurs choses. Et vraiment, vous verrez que ça va aller très vite. Plus, c'est également une autre réflexion qui s'est ajoutée à l'université de Tawa, lors du congrès international où vous étiez là-bas. Oui, bien sûr. Donc ça aussi, c'est des outils d'aide à la réflexion, à la décision pour nos autorités et pour les assises, tous ces rapports.
Monsieur le ministre, cela fait plusieurs années que l'on parle des réformes du curricula. Qu'en est-il exactement? Qu'avez-vous initié pour que le contenu des programmes et la formation soient de qualité et en adéquation avec le marché de l'emploi d'une part, et d'autre part permettre à nos diplômés de l'enseignement supérieur de se prendre en charge et aller vers l'entrepreneuriat? En termes simples, que l'on ne forme plus des chômeurs à des coûts élevés, comme je l'ai dit en introduction, monsieur le ministre. Très bien. Vous savez, l'approche professionnalisation des filières a été une approche qui a été entamée il y a presque une dizaine d'années, où au lieu de faire que la formation théorique, là, qu'on cible des professions, des formations professionnalisantes qui collent avec nos priorités nationales, les besoins en termes de l'emploi, etc. C'est pour ça que quand on identifie des filières professionnalisantes, on fait un curriculum qui va avec, qui colle bien avec nos réalités terrain. Un curriculum. Donc chaque filière a son curriculum, c'est-à-dire le contenu du programme à dispenser, c'est ça le curriculum. Quand c'est au pluriel, ça fait curricula, même au pluriel, on peut dire curriculum avec le dictionnaire. Chaque fois que de besoin, il y a de nouvelles filières qu'on insère. Comme je vous ai parlé de la restructuration là, c'est pour réorienter ces 4 dernières universités sur les thématiques de départ, où vous avez des filières qui ont déjà été identifiées pour qu'on puisse essayer de faire les formations dans ce sens. Dès que les personnes sortent, elles peuvent aller dans la production à leur propre compte ou bien travailler pour autrui. Toutes ces universités-là sont censées redémarrer avec ces nouvelles filières professionnalisantes qui permettent pas de garantir l'emploi, d'être le plus proche de l'emploi possible, parce que la capacité n'est pas illimitée, quel que soit le secteur que vous prenez, que ce soit le secteur public ou le parapublic ou privé. Même l'auto-emploi, les conditions sont telles que la surface financière ne vous permet pas de faire quelque chose d'extraordinaire pour employer des gens. Parce que même quand vous faites votre propre entreprise, vous devez pouvoir employer aussi des collègues ou en tout cas des jeunes d'un niveau plus bas peut-être, mais dans le même secteur. C'est assez compliqué. C'est le tissu économique qui commande tout ça. Oui. Pour notre bonne information, pouvez-vous nous dire combien d'établissements d'enseignement supérieur nous avons au Niger? Et enfin, quel est le mécanisme avez-vous mis en place pour un vrai dialogue dans le secteur? En d'autres termes, quels sont vos rapports avec vos partenaires de l'enseignement supérieur? Je parle ici notamment des efforts du gouvernement dans le paiement des bourses et autres subventions. En termes d'établissements d'enseignement supérieur public, nous avons les 8 universités du pays que vous connaissez. La 9e, c'est l'université virtuelle du Niger. Et à l'université islamique au Niger, on a fait un mémorandum d'entente. Oui, donc ça aussi, à l'instar des 3 autres du monde islamique que l'OCI avait créé, elle aussi, elle est appelée à être restituée au Niger, tout en gardant bien sûr les 2 facultés phares qui ont motivé sa création, c'est-à-dire la faculté de la charia, je parle de l'OCI, et la faculté d'études arabes et islamiques. Elles vont rester, mais les autres facultés ou les autres structures de formation qui ont été initiées à l'intérieur de cette université, qui répondent aux standards des universités publiques, doivent être sur les mêmes normes, administrées de la même façon. Donc ça fait une dizaine d'universités publiques. Maintenant, vous avez les établissements publics qui ne relèvent pas de l'université, mais qui font de l'enseignement supérieur. Si je prends les NSP, toutes les NSP, c'est avec le bac maintenant. Il y a quelques, peut-être, filières résiduelles d'agents de santé de base, peut-être qu'on continue à former. Mais c'est essentiellement avec le bac qu'on entre là-bas. Donc, pratiquement chaque région a son école nationale de santé publique. Donc, c'est des établissements d'enseignement supérieur public. Il y a l'ESCOM, il y a un certain nombre d'établissements, même à côté d'ici, qui font de l'enseignement supérieur. Maintenant, pour le privé, c'est comme ce que j'avais dit au départ. Nous avons recensé 193 établissements qui font de l'enseignement supérieur, parfois couplés avec le niveau moyen, mais qui sont fichés comme faisant de l'enseignement supérieur. Nos rapports avec ces établissements privés, c'est encore une fois les accompagner pour qu'ils se mettent au standard d'un établissement d'enseignement supérieur.
Nous avons une agence qu'on appelle l'Agence nationale d'assurance qualité, la NACSUP du supérieur, qui est là pour les accompagner, les sensibiliser d'abord. Il y a eu plusieurs vagues. Ils sont demandeurs, hein, ces responsables d'établissement, de cette sensibilisation pour que, in fine, qu'ils se mettent aux normes et standards de prestations dans le domaine de l'enseignement supérieur. Donc, c'est des rapports vraiment de collaboration sans aucune suspicion. Vraiment, on est là pour les accompagner. C'est ça le rôle du ministère. Oui. Il relève de notre tutelle, même si ce n'est pas des établissements publics. Mais on est là pour les encadrer. C'est nos enfants qui sont là-bas. Donc, en termes de chiffres, peut-on avoir au moins l'idée de ce que nous avons comme effectif, au moins dans le secteur public? Dans le secteur public, nous avons, en termes d'étudiants inscrits au Niger, 75 550 étudiants. Les 2 tiers sont inscrits à l'université Abdou Moumouni. Oui, ici à Niamey. Voilà, à la seule université là. Les derniers effectifs, je vous disais, c'est Tillabéri et Difa, c'est normal, c'est moins de 500 personnes. Dans le privé, tous ces 193 là mobilisent en termes d'étudiants 29 418, je crois. Ça fait des 29% à peu près en termes d'effectifs. Donc 29%, c'est à peu près, je peux dire, le tiers. Le tiers. C'est les étudiants boursiers inscrits là-bas. Je ne parle pas des étudiants qui partent à titre personnel s'inscrire à chose. Ça, on n'a pas chose. L'ANAB, l'Agence nationale des bourses, qui donne ces chiffres. Donc, ils contribuent vraiment pour un tiers à l'effort de formation. C'est important qu'on s'occupe de leur encadrement pour mieux faire. Et qu'on pense aussi à éponger leurs arriérés, ce qu'on est en train de faire. 75 000 étudiants boursiers, c'est énorme pour l'État. Vous avez les moyens pour payer toutes ces bourses-là? Comment ça se passe concrètement? Bon, on le fait au rythme. En réalité, ce qu'on a payé comme stock d'arriérés dépasse largement ce qu'on aurait pu payer durant les mois qu'on a passés aux affaires. Mais on ne peut pas sauter les arriérés. Bien sûr. On le fait. Donc, franchement, on n'a pas trop à se gêner pour ça, mais l'effort continue. Actuellement, c'est l'aide sociale qu'on est en train de payer pour l'année passée et on reviendra sur les bourses très progressivement. L'essentiel, c'est d'avoir de l'argent qui circule, comme je leur dis chaque fois. Bien sûr. On a des rapports très courtois, aussi bien avec les syndicats des étudiants qu'avec les autres syndicats, avec le groupement des structures du privé qui n'ont pas un seul groupe, donc ils ont leur affinité. D'accord. Mais on a créé un cadre d'échange avec tous ces établissements du privé. C'est assez particulier les problèmes qu'on gère. Et du côté de l'enseignement public, ça aussi, on n'a pas de souci du tout. Les portes sont grandement ouvertes avec les différents syndicats. Vous avez parlé de 5 milliards d'arriérés que l'État doit verser. 5 milliards 9. 5 milliards exactement de façon précise aux établissements privés de l'enseignement supérieur. Qu'est-ce qui est en train d'être fait maintenant pour un peu en temps vers le dégel de cette situation? On avait fait un OV pour 399 millions pour l'année 2021. Donc on commence doucement et on verra très progressivement. La pression est moins grande avec eux, mais ils ont dit quand même de penser à eux, et c'est ce qu'on est en train de faire. Parce que bon, ils ne vivent pas tellement que de ça. Bien sûr. Par rapport à une aide sociale qui n'est donnée qu'une seule fois dans l'année pour un étudiant, c'est 150 000. Le choix est facile à comprendre. D'accord. Monsieur le ministre, on parle de plus en plus de contrats de performance au sein des universités publiques de notre pays. Qu'en est-il? Pour parler de contrat de performance, il faut que l'établissement en question ait un plan stratégique. Et pour avoir un plan stratégique, il faut avoir fait l'auto-évaluation. L'établissement fait son auto-évaluation. On fait une évaluation externe. C'est avec les 2 évaluations qu'on fait ce plan stratégique qui est suivi de plan opérationnel avec des objectifs bien clairs. Alors, un contrat de performance, l'État peut dire tel objectif, on vous donne les ressources, entièrement les ressources que vous avez demandées pour le faire. Parce que quand vous faites le plan opérationnel, c'est chiffré, tout. On vous donne cet argent, vous allez rendre compte.
à des périodicités bien précises et on va voir le niveau de réalisation de l'objectif ou des objectifs qu'on a retenus dans le cadre du contrat de performance. Okay. Alors ça peut être l'argent donné directement par l'État lui-même ou bien l'État a accompagné l'établissement en question pour trouver les ressources pour atteindre ces objectifs qui ont été identifiés. Je vous donne un exemple type de contrat de performance qui a très bien marché d'ailleurs. C'est les centres d'excellence. J'ai inauguré avant-hier le bâtiment du CERP, le centre régional de production pastorale à la faculté d'agronomie, il y a un autre à l'école normale supérieure, un troisième à l'école des mines. C'est un peu ce format. L'État nous a couvert, entre guillemets, en tout cas est passé devant pour qu'on ait ce financement de la Banque mondiale. Mais ce n'est pas un financement comme ça, on vous donne l'argent, vous faites comme vous voulez. Ça a répondu à des règles bien précises. Vous faites, on paye, vous faites, on fait. Et on évalue la performance du truc. Ça va finir le 30 juin prochain. Et c'est un exemple type de contrat de performance où l'État a accompagné un établissement ou un groupe d'établissements pour avoir les ressources pour atteindre des objectifs clairement identifiés dans le cadre d'un plan stratégique. Quand nous on est venu, l'IAM est en fin de plan stratégique. Voilà. Donc d'autres ont eu à faire un plan stratégique dans la précipitation, sans évaluation externe, juste sur la base de leur auto-évaluation. Ah, nous on a ça, nous on a ça. Non, il faut faire les choses dans les normes. J'ai instruit pour que toutes ces structures aient leur plan stratégique, avec l'accompagnement de même la direction des études et de la programmation. Ils sont qualifiés pour aider pour ces genres de choses. C'est des planificateurs. Nous avons l'ANACSUP qui est là et très disponible pour les faire. Ils vont tous avoir leur plan stratégique, leur plan opérationnel et à partir de cela, où c'est l'État lui-même qui dit bon, tel objectif, tel objectif, tel objectif. Je vous donne tous les moyens, mais je veux une performance maximale sur ces points. Bon, si moi je devais peut-être dire, allez, régularisation des années académiques, bon, là, c'est multifactoriel, ce n'est pas une seule action qui régularise. Il suffit seulement qu'il y ait un mot d'ordre, bon, voilà, les cours sont perturbés. Mais c'est l'objectif idéal pour un contrat de performance. Mais malheureusement, il ne peut pas se faire de cette façon. Mais d'autres, on peut trouver des objectifs qu'on peut identifier pour faire ça sous forme de contrat de performance en bonne et due forme pour un établissement public, puisque ça s'adresse essentiellement aux établissements publics. Et en cas de manquement, qu'est-ce qu'il fait? Vous démissionnez ou en tout cas vous avez là. C'est arrivé souvent? Non, ce n'est pas arrivé. Voilà. Il n'y a pas eu de contrat de performance au sens où je suis en train de vous le décrire, qui est la vraie version du contrat de performance. Et le seul que je vous ai cité, qui est un exemple type, c'est celui des centres d'excellence, qui a bien marché. Hein, donc on est en train de faire sur les phases de clôture et le Niger est très bien placé. Au niveau des autres pays, on n'était pas les seules universités à avoir compétit au niveau de la Banque mondiale. Je ne vais pas me vanter, on est même premier. Cela fait plus de 10 ans que nous avons adopté le système LMD. Et en termes de bilan, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que, quelque part, le système LMD ne participe pas à des prolongations des années universitaires? D'ailleurs, pendant une certaine période, la normalisation des années académique a été un grand sujet de préoccupation. Qu'en est-il aujourd'hui? Le système LMD a ses contraintes. On s'est réveillé un beau matin pour dire, un mois d'août, décider qu'à partir de telle date, c'est le système LMD. Il y a des préalables. Les préalables, c'est quoi? C'est s'assurer qu'on a le personnel enseignant minimum qu'il faut, on a les infrastructures minimales qu'il faut, etc., etc. Vous êtes programmé pour faire un cours, vous venez, il n'y a pas de salle. Mais ceci dit, ce n'est pas ça qui est à la base des années qui se prolongent. C'est multifactoriel. Le système LMD, c'est le meilleur système, si vous voulez, en termes de gestion académique. Vous voyez, vous avez, au lieu de faire annuel, on est par semestre. C'est la semestrialisation des enseignements. C'est 2 semestres, ce n'est pas des semestres de 6 mois, sinon il n'y aura pas de vacances. C'est 5 mois en gros. Le premier semestre, qu'on appelle semestre impair, va de septembre à fin janvier, y compris l'évaluation. Ensuite, le deuxième, de février au 30 juin. Donc, juillet, août, c'est les mois de vacances pour les étudiants, théoriquement. Voilà, bon. Ça, même pour respecter ça, on peut faire un calendrier du 1er septembre jusqu'à la veille des évaluations
Mais pour que ça soit respecté, il faut que chacun joue son rôle. Ouais. Il y a des mots d'ordre de toutes sortes à tout moment, et quand on revient, on reprend là où on s'est arrêté. Ouais, bien sûr. Aussi bien c'est les enseignants que si c'est les étudiants qui bougent. Ce sont ces contraintes-là du premier niveau. Sinon, quand vous prenez le LMD lui-même, en dehors du fait que c'est par semestre qu'on évalue, l'autre avantage, c'est que quand vous redoublez, L1 par exemple, vous ne reprenez pas tout, vous ne reprenez que ce que vous n'avez pas validé. Ouais, ouais. Donc dans le système classique, quand vous redoublez, vous reprenez tout. Et actuellement, en médecine, c'est toujours le système classique. Quelqu'un fait la première année pour un petit faux pas, il redouble. Ouais. Mais il redouble, il reprend tout. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé qu'on a eu tort de ne pas aussi généraliser ça à tout le monde. Bon, bref, c'est un truc de consensus et je pense qu'ils ont bien compris. Il faut bien le faire même là-bas. Quand vous ne reprenez que ce que vous n'avez pas validé, vous avez plus de chances de passer. Et en plus, là-bas, quand vous ne passez pas, vous ne pouvez redoubler qu'une fois. Et, entre la première et la deuxième année, on ne redouble qu'une fois. Sinon, quand on redouble la première année, on ne peut pas redoubler la deuxième année. Donc, vous voyez. Alors que si c'est le LMD, vous capitalisez ce que vous avez déjà validé. Vous avez plus de... C'est aéré. Ça permet de mieux préparer et de passer sans problème. Mieux, si vous avez validé les matières du premier semestre, par exemple, les unités d'enseignement du premier semestre, mais vous redoublez à cause du deuxième semestre que vous n'avez pas validé, mais on vous autorise à faire les unités d'enseignement de la deuxième année qui se font à la même période. Si c'est de septembre à chose, sinon vous allez rester à ne rien faire à la maison. Donc on vous autorise à faire L2, S3, troisième semestre, tout en étant un étudiant de L1. Vous avez redoublé, vous êtes un redoublant, mais on vous permet de suivre les cours. Si vous validez, quand vous allez venir en deuxième année, vous avez encore plus de chances de passer parce que vous avez déjà éliminé certaines choses. C'est plus souple. Donc si on a beau vouloir diaboliser le LMD, c'est le meilleur système. Okay. C'est le meilleur système. C'est la rigueur qu'il faut mettre pour respecter les fondamentaux du LMD qu'on doit s'atteler à créer. Donc pas assez d'espoir pour la normalisation? Non, la normalisation, non, ça c'est autre chose encore. La normalisation des années académiques, c'est lié plutôt aux débrayages multiples qui ont fait que donc, et le gros paquet, c'est le cycle licence, L1, L2, L3, puisque les masters et autres, on peut commencer à n'importe quel moment. C'est moins grave que le gros paquet niveau licence L1, L2, L3. Cette année, l'évaluation que j'ai eue avant de venir ici, il y en a qui ont déjà fini le semestre dit impair, c'est-à-dire qu'on fait de septembre à chose, puisqu'on dit L1, S1, S2, L3 pour la deuxième année et L5 pour la troisième année de licence. C'est le semestre impair. L'écrasante majorité a fini avec le semestre impair, c'est-à-dire tu dois finir fin janvier là. Donc, mais comme il y a des poches qui tirent vers le bas, on est en gros à 60% donc, de l'exécution de ce semestre impair. Merci. Par rapport à l'année dernière, on est encore très loin. Hein. Donc on est en train de sortir des choses. Et je pense que l'année prochaine, si tout va bien, oui, on a compris que pour ces années universitaires qui ne finissent pas, c'est beaucoup plus, vous l'avez dit, un problème de perturbation, de débrayage. Oui. Je pose la question, la place de l'étudiant, elle est dans les amphis ou bien dans la rue? Je pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que ministre de l'enseignement supérieur? Où est la place de l'étudiant? C'est dans les amphis ou dans la rue? La réponse est claire, c'est dans les amphis et dans les cités universitaires, pour prendre pas dans la rue. S'ils arrivent à sortir dans la rue, c'est peut-être pour des raisons qu'ils ne peuvent pas gérer dans les amphis et dans les cités universitaires, ça se comprend. Mais ceci dit, il faut louer leur sagesse parce que les 18 derniers mois, tout est globalement calme. Pour les raisons de mobilisation générale que vous savez, aussi bien les syndicats des étudiants que les syndicats d'une façon générale, chacun a regardé dans la même direction. Et tant mieux pour le Niger. Depuis le 26 Absolument. Il y a quelques petits soubresauts à Ottawa et je ne sais pas c'était où encore à Zender, mais ce n'est pas significatif du tout. Globalement, tout le monde regarde dans la même direction. Et ça ne veut pas dire que le comité interministériel chargé de négocier avec les partenaires sociaux se frotte les mains. On échange avec les partenaires sociaux et à tête reposée, on verra qu'est-ce que
on peut valider comme proposition au sein de leurs revendications. Un syndicat a toujours des revendications. Bien sûr. C'est pour ça qu'il existe, défense des intérêts matériels et moraux. Moi, je préside le comité interministériel qui concerne le secteur de l'éducation et de la formation. On a démarré les travaux et puis on va poursuivre sagement et voir ce qu'on peut retenir comme proposition à la fin. D'accord. Monsieur le ministre, un des défis des universités publiques au Niger est la formation à distance. Où en sommes-nous? La formation à distance, tout comme la création des instituts universitaires, est-ce un moyen pour faire face à la demande de plus en plus forte dans le secteur de l'enseignement supérieur? Pour l'utilisation du numérique, la formation à distance du numérique donc, dans les universités, chaque université est appelée à avoir son dispositif de formation à distance. Moi, j'avais créé une direction carrément de la formation à distance à l'université Abdou Moumouni. Et les autres aussi ont des salles multimédia, etc. pour faire certains cours à distance. Les missions d'enseignement, on n'a pas forcément toujours besoin de se déplacer, ça nous reviendra moins cher, oui. Et puis, etc. Mieux, ce que je viens de dire au début aussi, quand je citais le nombre d'universités publiques, nous avons une université virtuelle du Niger. Donc, qui a pour mission d'offrir des formations entières à distance, L1, L2, L3, puisque le gros paquet, c'est à ce niveau. Si vous prenez le tronc commun faculté des lettres, c'est 6 000 étudiants. Même pour leur faire un petit examen, il faut mobiliser toutes les salles de l'université. 6 000, hein? 6 000. Pour la seule faculté. 6 000 et quelques. Donc, alors que si c'est la formation à distance, chacun est chez lui, il suit le cours en direct ou en asynchrone. Asynchrone quand c'est en même temps. Ils peuvent enregistrer, revoir. Ils ne peuvent se connecter que sur le cours de leur niveau. Première année sociaux, par exemple, donc vous avez le code qui vous permet d'accéder à ce cours quand c'est programmé. Maintenant, quand il s'agit de faire des évaluations, on peut mobiliser les établissements publics pour mettre à contribution les responsables de ces établissements pour surveiller. Ça permet de gérer le maximum d'étudiants. C'est destiné à cela, l'université virtuelle. Si vous prenez celle du Sénégal ou du Burkina à côté, l'université virtuelle a presque autant d'étudiants que l'université mère, Joseph Kizerbo ou bien Cheikh Anta Diop. Parce que les étudiants, vous n'avez que leur nom et leur identifiant dans vos locaux. Chacun, c'est quand ils viennent seulement remettre le document physique de leur inscription. Je profite pour parler des faux documents, allant jusqu'au faux diplôme. Il y a beaucoup de faux diplômes, c'est dommage. C'est pour ça que moi j'invite vraiment sur ce plateau tous ceux qui ont des personnels à recruter à demander l'authentification des diplômes. Nous on le fait pour les diplômes qui sont délivrés à l'étranger. On nous demande des authentifications ici, on le fait. Et il y a un dernier truc, à la Soraz, les gens ont mis des faux diplômes. À la Soraz. Mais nous, dès qu'on détecte, on balance acquis de droit. Et ça, c'est très mauvais. C'est un domaine où ça prolifère vraiment. Le faux diplôme. Il suffit seulement de creuser, on va en trouver. Autre chose dans le même sens, c'est-à-dire les gens sous réserve, ils arrivent jusqu'en terminale, ils n'ont pas de BPC. Ils font, puisque pour le bac, on ne demande que la scolarité de la terminale. Et tout. Donc ils s'inscrivent au bac, ils n'ont pas le BPC. Ils n'ont pas le bac, ils s'inscrivent par défaut pour faire BTS de je ne sais pas quoi. Voilà, ils continuent jusqu'à... Ils ont le BTS, ils disent, bon, L3, ils veulent pour avoir la licence. Donc ils vont jusqu'à la licence, sinon le BPC, ni bac. C'est pour ça, nous, pour cette année, on a filtré. On ne peut pas faire le bac sans mettre le diplôme de BPC. Ça nous permet de filtrer. Et d'autres choses, le deuxième filtre, c'est justement faire en sorte que ceux qui sont champions dans ces faux diplômes-là, qu'ils puissent être détectés à l'occasion d'un recrutement, parce qu'on va demander l'authentification des trucs. Monsieur le ministre, il est assez souvent fait un classement des universités africaines et l'on constate malheureusement que notre pays occupe toujours un rang qui demande à être rehaussé. Que fait votre département ministériel dans ce sens? Ça ne me dit rien, les classements Shanghai, classement des universités. Non, ce n'est pas ça notre problème. Nous, on a des préoccupations, on a des objectifs identifiés, on veut les atteindre, point barre. Le jour où on sera dans les conditions pour que, de par la production scientifique de nos anciens chercheurs et chercheurs, ça s'impose à nous, on le fait, il n'y a aucun souci. Ça ne nous empêche pas de travailler. Ça ne nous empêche pas de travailler. D'accord, monsieur. On n'a pas de complexe à faire par rapport à ça. Ok.
Monsieur le ministre, il se pose à la fois le problème des effectifs des enseignants, des infrastructures et des moyens de transport dans l'enseignement supérieur et dans nos universités publiques en particulier. Quelles mesures et quelles politiques envisagez-vous pour y faire face? C'est déjà envisagé ces mesures et ces politiques. S'agissant des infrastructures, on avait retenu un certain nombre d'étapes pour l'université de Niamey et les universités de deuxième génération, Tawa, Maradi et Zender. Là, on vient de lancer ce qu'on a lancé avant-hier à l'université pour un volume en termes de places assises de 6 000 places, des amphis de 2 000, 2 000, de 500 et des laboratoires pédagogiques. D'accord. Côté académique, côté campus social aussi, des dortoirs, 1200 places qu'on peut modifier pour que ça soit le double, 2400 places. 2400, oui. Ça dépasse déjà la capacité actuelle depuis 1971 à aujourd'hui, c'est 2035 places. Donc là, on a plus que doublé et quand ça va finir. Donc ça, c'est pour Niamey. Et si les conditions le permettent, la deuxième étape, c'est de faire des amphis de 1000 places au niveau de Zender, Maradi et Tawa. Ça, c'est les choses à court terme. À court terme. Les moyens de transport, on a aussi programmé l'acquisition des bus. Ça, c'est une promesse ferme du chef de l'État. Il y aura une centaine de bus de 70 places et une centaine également de bus de 35 places. Ce n'est pas tellement minibus, puisque les minibus, c'est des HIAS de 19 quelque chose, mais ce n'est pas si mini que ça, 35 places. Donc, c'est des bus de 35 et des bus de 70 places qu'on aura. Et le gros défi, tout comme celui de... Cette année? Oui, le marché va être signé incessamment. Le gros défi, je disais, aussi bien pour les bus que pour les infrastructures, c'est l'entretien. L'entretien. C'est l'entretien. La situation des bus actuels ou même des cités universitaires, ça laisse à désirer. Donc il faut que et les utilisateurs et les responsables puissent avoir un regardant sur l'hygiène et la salubrité et l'entretien du point de vue maintenance préventive et maintenance curative pour ces bus. Les universités sont dotées de garages pour l'entretien de leur parc automobile. En réalité, non. Il n'y a que l'université de Niamey qui avait un garage ceux qui les animaient s'occupaient plus de leurs affaires que des bus, des choses. Donc c'est plutôt des sous-traitances en ville. C'est même mieux comme ça parce que il y avait un centre de maintenance quand vous partez là en face de l'école normale pour Niamey. Mais on a acheté tout ce qu'il faut, mais malheureusement, il faut aller en ville. Parce que quand vous les voyez bouger, c'est pour leurs propres affaires personnelles. Ou en tout cas, on n'a pas la satisfaction qui est attendue. Et quelle solution? Peut-être pour des structures comme le froid. C'est de contractualiser. Ça permet aux petites PME de vivre. Donc, de prendre des gens qu'on paye, des salariés qui sont là, qui ne font rien. Donc, je pense que c'est ça. Monsieur le ministre, il a toujours existé, vraisemblablement, une certaine complexité dans le rapport entre le ministère de l'Enseignement supérieur et les établissements sous sa tutelle, d'une part, et d'autre part, avec l'Agence nationale d'allocation et des bourses, ANAB. Quelle est, selon vous, l'organisation optimale pour une meilleure prise en charge de l'enseignement supérieur au Niger? Monsieur le ministre, cette même question peut être posée en ce qui concerne les établissements de recherche et les chercheurs. S'agissant du niveau central d'abord, il y a deux grandes directions générales. La direction générale de l'enseignement supérieur et la direction générale de la recherche et de l'innovation technologique, parce que ça va de pair, ces volets. Alors, à cela s'ajoutent trois directions générales de services rattachés. L'ANAB est une structure rattachée du ministère, ce n'est pas un collaborateur du ministère. Il y a l'OBEX, l'Office du baccalauréat des examens, des équivalences et des examens du supérieur, c'est une entité du ministère aussi. Le troisième, c'est l'ANAQ, l'Agence nationale d'assurance qualité du supérieur. Bon, c'est l'ANAB qui est très visible parce qu'elle est hyper sollicitée. Dans un réduit, si vous êtes parti là-bas, vous voyez que par rapport à sa réputation, sa mission, vous voyez les locaux, les conditions dans lesquelles il travaille, c'est extrêmement difficile. C'est un local qui appartient au ministère? Non, c'est une location. Et nous, notre premier objectif, c'est de les aider à trouver un local
plus dignes de leur mission et où ils vont tous travailler avec sérénité. Ils en ont eu du côté de l'ancien édifice qui abritait le CESOC. Ouais, c'est un bâtiment R+, je sais pas, 2 ou tout. Donc, où tout le monde sera à l'aise. Je ne suis pas encore parti, ils sont en train de s'installer. Et je pense que c'est normal qu'ils soient dans une structure qui est très digne de leur mission, de la mission qu'on attend de la NAP, qui doit avoir les chiffres. Tout doit être informatisé, qu'ils puissent sortir, quels que soient les chiffres, on clique, ils sortent. Maintenant, c'est presque de l'artisanal qu'ils sont en train de faire. Donc ça, c'est la NAP. Le DG de la NAP, il participe à toutes les réunions du lundi matin, 10h, qu'on organise pour faire le point, pour que tous les DG soient au même niveau d'information que le secrétariat général et le ministre et ses conseillers. On le fait et ça se passe très bien. C'est une direction générale qui me donne entière satisfaction du point de vue promptitude quand je demande tel chiffre ou tel élément. Et leur conseil d'administration tourne à plein régime. C'est un des rares conseils d'administration qui se réunit presque une dizaine de fois en session ordinaire comme extraordinaire. Dès qu'il y a un tas de problèmes significatifs, ça ne doit pas attendre. C'est que des urgences. Ils se réunissent et parfois les jetons de, comment vous appelez ça, de présence, c'est des mois après qu'ils ont ça parce qu'il y a l'urgence, c'est plus répondre aux besoins. Donc, sinon, les autres établissements, les partenaires clés, c'est les universités publiques. Un ministre qui n'a pas de bonnes relations avec ses recteurs, il perd une dizaine de conseillers, parce que je vous ai dit, il y a une dizaine d'universités. Chaque recteur est un conseiller d'office au ministre. Bien sûr. Donc, nous, on a les meilleures relations possibles. Peut-être parce que j'étais recteur aussi il y a quelques mois, mais je n'ai pas du tout de problème avec un seul recteur. Ni les associations, comme je vous ai dit, ils ont 4 ou 5 groupes, les structures du privé. Moi, je n'ai pas senti une quelconque animosité lors de nos échanges. Ils ont juste sollicité qu'eux aussi, comme on a fait un clin d'œil sur la dette extérieure, que dans le cas de la dette intérieure, qu'on les paye un peu, une partie dans ce que je vous ai cité, c'est tout à fait normal. On a vraiment des relations de cordialité. Maintenant, pour les structures de recherche, je vous ai dit encore, il y a d'abord une incompréhension qui est très classique de tout temps. Quand on dit ministère en charge de la recherche, il s'occupe de la recherche de façon transversale pour tous les secteurs. Alors, des structures comme l'INRA, même si c'est de recherche agronomique, c'est toujours de la recherche. Cette direction générale de la recherche de mon ministère, elle est là pour faire la promotion de la recherche, tous secteurs confondus. Et j'ai bien aimé qu'il ait postulé aussi à ce fonds d'appui à la recherche scientifique et à l'innovation technologique. C'est un fonds qui a fait l'objet d'une réforme pour qu'il soit vraiment le plus opérationnel. C'est un fonds compétitif qu'on donne à tous les porteurs de projets de recherche qu'ils soumettent. Donc on a créé un comité scientifique et technique pour examiner les projets de recherche et essayer de voir s'ils ont une portée intéressante par rapport à nos préoccupations nationales. Et avant de lancer cela, nous avons fait un atelier de mise à jour des besoins en matière de recherche du Niger, secteur par secteur, et on a fédéré pour voir les thématiques prioritaires sur lesquelles le fonds-là, qui sort du budget de l'État, puisse être utilisé à bon escient dans le cadre des vraies priorités nationales en matière de recherche. D'accord. Monsieur le ministre, un mot sur l'année académique en cours dans toutes les universités du pays, car on ne peut pas quand même finir cette entretien sans vous demander comment se passe l'année académique dans toutes ces universités aujourd'hui, à l'heure actuelle. Bon, à l'heure actuelle, ça se passe comme je vous ai dit, le plus calmement possible. Il y a le passif de l'année dernière qu'il faut absorber et aller de l'avant. On n'aura peut-être pas le 30 juin 100% des cours et des évaluations terminées, mais l'essentiel de ces cours et de ces évaluations seront terminés à cette date. Inch'Allah. D'accord. Monsieur le ministre, nous sommes dans l'AES, comme vous le savez, et comme nous l'avons tous souhaité d'ailleurs. Quelles sont les initiatives dans le cadre de notre confédération en ce qui concerne bien entendu l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation? Oui, les deux collègues du Burkina et du Mali, on est en concertation permanente à toutes nos rencontres
auxquels nos pays participent en tant que membres des organisations régionales, notamment le CAMES, nos écoles inter-États lors des conseils d'administration. C'est prévu en juin, mais on a décalé pour le mois de juillet, mi-juillet, une grande rencontre avec les différents responsables de ces institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Oui. Et nous avec, pour voir qu'est-ce qu'on peut partager comme bonne pratique, comme projet commun, comme harmonisation des actes, des habitudes. Et ça nous permettra de tirer profit pour éviter de répéter les erreurs des uns et des autres. Auparavant aussi, on a participé à la session stratégique sur l'enseignement supérieur tenue à Moscou, où nous avons bénéficié de toutes les présentations des universités de la Fédération de Russie sur les potentialités qui s'offrent à nous, les possibilités. Et ça nous a permis de venir susciter l'intérêt pour nos bacheliers et ceux qui ont la licence de postuler à ces formations avec la bourse russe. Parce que c'est sur le site qu'on remplit les formulaires et qu'on candidate, et c'est eux qui évaluent et qui donnent les résultats. Mais par contre, c'est l'information qui manquait pour nous. Donc on a porté l'information au niveau de nos pays. Et si vous avez remarqué, le nombre de boursiers cette année a beaucoup évolué. Pour la Russie, on a une 60aine d'emblée sur des choses de pointe qu'ils ont validées. C'est eux qui traitent et nous envoient les résultats. Donc ça se passe très bien entre nous. On a beaucoup de projets d'harmonisation des actions avec les deux. Ces deux collègues aussi qui, comme par hasard, étaient des recteurs. Donc ça facilite beaucoup les rapports. D'accord. Monsieur le ministre, avez-vous mis en place un cadre approprié de mesure de résultats et d'appréciation de la performance des actions au niveau de votre département ministériel? En effet, ça c'est un truc d'ordre général. Depuis que le Niger a opté pour l'approche programme, nous on développe le programme 108, 109 et 110 qui concerne le développement de l'enseignement supérieur, le développement de la recherche et de l'innovation technologique et le pilotage et l'administration du ministère. Donc tous ces trois programmes ont leur projet d'atteinte des performances, donc avec des indicateurs bien identifiés qu'il faut suivre. Et ça permet d'évaluer les actions, comment ça se passe à tout moment. Et ça restaure la DEP dans toutes ces missions, puisque les DEP, eux-mêmes parfois ne comprenaient pas quel est leur rôle. Mais là, ils ont au moins une mission de planification. Je vous ai dit, notre DEP, il appuie même les universités de l'intérieur qui le sollicitent pour avoir ce budget programme. Et donc, et même dans l'auto-évaluation, donc avec l'ANAC-SIP, l'Agence nationale d'assurance qualité du supérieur. L'approche évaluation d'indicateurs, c'est ça qui nous permet de suivre pas à pas où est-ce qu'on va, est-ce qu'on est dans la bonne voie, etc. D'accord. Voilà, un dernier mot, monsieur le ministre, avant de nous séparer. Le dernier mot, c'est encore une fois, j'appelle tous les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, bien sûr, à continuer à œuvrer pour la sérénité qui nous a toujours caractérisé depuis le début. Et bien sûr, les problèmes, ça existe, on peut les résoudre dans le dialogue. Le dialogue, c'est le maître mot. Il faut l'avoir en permanence en tête et pour le plus grand bien de tous. Nous sommes pour l'action publique, donc ayons ça à l'esprit. D'accord. Merci. Merci, monsieur le ministre, vraiment pour cet entretien. Merci beaucoup. Bien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi et nous allons poursuivre cette série d'entretiens avec les différents ministres tout au long de la semaine. Excellente soirée à tous. Au revoir.